Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce mardi. Le FMI broie du noir, crise de la dette, récession, la zone euro particulièrement exposée alors que l'Italie fait une lecture politique de la dégradation de sa note sur fond de scandales sexuels impliquant toujours Silvio Berlusconi. Nicolas Sarkozy appelle l'Europe à ne pas abandonner les associations caritatives. L'aide alimentaire en passe de subir une coupe de 80%. Les élections sénatoriales dans 5 jours. Le socialiste Jean-Pierre Bel estime désormais le combat inégal et l'alternance très hasardeuse. Elle risque de ne pas se produire, dit-il. Débat sur ce thème sur notre plateau avec tout à l'heure Nicole Borvo, présidente du groupe communiste et parti de gauche, et Marc-Philippe Daubresse, secrétaire général adjoint de l'UMP. Rien ne va plus et le FMI est là pour le marteler. Sécheresse, des nouvelles prévisions qui confortent le scénario du pire. Hélas, la zone euro voit ainsi sa prévision de croissance abaissée à 1,6%, 1,7% pour la France. Le gouvernement retient désormais le chiffre très proche de 1,75% et ce sera pire en 2012. L'Asie en développement et d'autres économies émergentes seront plus que jamais le seul moteur d'une économie mondiale désormais essoufflée. Dans ce contexte, donc en Europe, la dégradation de la note de l'Italie est la dernière mauvaise nouvelle. Fabrice Cunet. Des chiffres et un scénario catastrophe. En plein doute autour de la situation en Grèce et en Italie, le Fonds monétaire international se montre très pessimiste. La croissance de la zone euro se limitera à 1,6% au lieu des 2% annoncés pour 2011. Pire, le FMI craint que la fragilité de cette zone euro finisse par atteindre le système financier mondial. Tout sauf une surprise pourtant pour la Commission européenne. Il est important de réduire les dettes souveraines des États sans plus attendre. Sans une solution rapide, la facture finale va s'alourdir et les banques ne pourront plus assumer leur rôle clé dans le système financier européen. Pour le FMI, l'Europe doit mettre en œuvre rapidement le fonds de soutien aux pays fragiles décidé en juillet dernier. Mais pour ce fonds, comme pour les différents plans d'austérité, le temps politique n'est pas le temps économique. Il est difficile de se mettre d'accord parce qu'on demande des efforts très importants aux pays. Donc c'est normal que ça prenne du temps. Et il y a un décalage entre le temps politique et le temps des marchés. Évidemment, les marchés demandent des réponses immédiates, ce que les gouvernements ne sont pas en mesure de leur offrir. Ces annonces du FMI interviennent alors que se négocie le déblocage d'une nouvelle tranche d'aide à la Grèce et surtout à quelques jours de la décision allemande de débloquer des fonds. La zone euro est décidément sous pression. Plusieurs centaines d'emplois sont touchés en France par la restructuration annoncée du laboratoire américain Pfizer. Un plan d'économie de plusieurs milliards au total est mis en œuvre sur le plan mondial pour anticiper, selon le groupe américain, la perte de brevets. Dans ce contexte économique et social déprimé, la décision de l'Europe de mettre les pauvres à la diète fait réagir, à gauche bien sûr, mais également Nicolas Sarkozy, qui juge inacceptable, il l'a dit aujourd'hui, la baisse de près de 80% du programme d'aide alimentaire. Aucun accord n'a encore été trouvé aux grandes dames des associations caritatives. Simon Barbarie. Au sein des associations, on parle déjà de tsunami alimentaire. Selon leurs responsables, elles risqueraient de distribuer 130 millions de repas en moins l'an prochain. L'année dernière, nous avons distribué au Secours populaire 90 millions de repas, c'est-à-dire autant que nos amis des Restos du Cœur. 90 millions de repas. Eh bien, dans ces 90 millions, il y en a la moitié qui proviennent de l'aide alimentaire européenne. C'est à Bruxelles qu'il faut chercher l'origine de l'inquiétude des associations caritatives. Ce midi, les pays membres de l'Union européenne n'ont pas trouvé d'accord pour maintenir en l'état le programme d'aide alimentaire aux plus démunis. 6 pays sur 27, parmi lesquels l'Allemagne et le Royaume-Uni, s'y sont opposés. Depuis 25 ans et sous l'impulsion du président de la Commission européenne de l'époque, Jacques Delors, et de l'humoriste Coluche, un programme européen permet de distribuer une aide alimentaire à plus de 13 millions de personnes, dont 4 millions de Français. Mais la crise est passée par là. Depuis 2 ans, l'Europe s'est vue contrainte d'acheter des produits alimentaires sur le marché, des achats rejetés en avril dernier par un arrêt de la Cour européenne de justice. Depuis, c'est l'impasse. Faute d'accord, l'enveloppe d'aide pourrait passer de 480 à 113 millions d'euros.
La frilosité des banques n'est pas un handicap pour les seules PME. Les collectivités locales aussi ont des difficultés actuellement pour emprunter. Les associations d'élus se mobilisent donc pour que les villes ne soient pas contraintes d'abandonner certains projets d'investissement. Elles envisagent même de créer elles-mêmes une agence de financement. Explication de Thomas Raguet. La tendance date du mois de juin dernier. Départements, régions et communes se retrouvent confrontés à un assèchement des crédits que leur accordent les banques. Quand elles en obtiennent un, le montant peut être jusqu'à 5 fois moins élevé que la somme demandée. Les conséquences en matière d'investissement sont immédiates. On va être obligé d'arrêter des investissements. Il y a des collèges qui ne vont pas être réalisés, restructurés. Il y a des maisons de retraite qui devaient être construites, qui ne le seront pas. L'entretien routier ne sera pas totalement assumé. Donc, progressivement, il va y avoir incontestablement des traces physiques dans nos territoires de cette réalité financière à laquelle nous sommes confrontés. En cause, les nouvelles normes bancaires de Bâle III, des normes qui obligent les banques à renforcer leurs fonds propres. Elles ont par conséquent moins de fonds à prêter. Face à cette nouvelle donne, des associations d'élus proposent de contourner les banques. On pourrait imaginer et mettre en place une agence publique de financement des collectivités locales qui ferait appel au marché obligataire avec des taux d'intérêt mieux maîtrisés. Pas de marge, et puis à la sortie, donc un profit intéressant en termes de liquidité et de durée des emprunts pour les collectivités. La Cour des comptes a donné son accord de principe et une proposition de loi devrait être votée avant la fin de l'année. Le parquet de Paris requiert la relaxe de Jacques Chirac et des 9 autres prévenus dans l'affaire dite des emplois fictifs de la ville de Paris. Aucun système frauduleux n'était en place, selon le ministère public, qui avait déjà requis un non-lieu général. Tout ça pour ça, déplore Noël Mamère. Pour Eva Joly, cette réquisition est incohérente, totalement caricaturale, a tranché de son côté l'association anticorruption Anticor. Le Proche-Orient risque d'empoisonner le printemps arabe, estime Nicolas Sarkozy à l'ONU. Prenons garde que des conflits qui durent depuis 60 ans ne viennent empoisonner la construction de la démocratie dans les pays arabes et musulmans. La seule bonne nouvelle du moment, a lancé le président français lors d'un sommet à New York sur la Libye. Le président français, convaincu par ailleurs que le colonel Kadhafi sera jugé. La révolution libyenne a fait 25 000 morts, selon le Conseil national de transition. À suivre notre débat donc avec Nicole Borvo et Marc-Philippe Daubresse. Nicole Borvo, Cohen-Sad, bonsoir. Vous présidez, je le rappelle, le groupe communiste, parti de gauche. En face de vous, Marc-Philippe Daubresse, secrétaire général adjoint de l'UMP. Bonsoir à tous les deux. On parle d'abord des sénatoriales. Évidemment, nous sommes à J-5. Jean-Pierre Bel, le président du groupe socialiste, estime désormais que l'alternance risque de ne pas se produire. Est-ce votre sentiment, Madame Borvo ? Ah oui, elle risque de ne pas se produire parce que le scrutin sera très serré, de toute façon on le sait. Je dois dire que c'est quand même, il faut le souligner pour ceux qui nous écoutent, c'est que constater encore une fois, si c'est le cas, que le Sénat, alors que les collectivités locales sont largement à gauche, le Sénat qui est le représentant des collectivités locales puisse être encore avoir encore une majorité de droite, c'est assez étonnant. Je crois que ça a fait poser beaucoup de questions sur la démocratie représentative, en l'occurrence au suffrage indirect, avec le découpage qu'on connaît, la surreprésentation des petites communes votre rurales. pronostic aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas d'alternance ? De toute façon, c'est très difficile, mais bon. Vous vous avouez déjà vaincu alors aujourd'hui, là. À J-5, déjà vaincu. Non, moi je pas du tout, mais Jean-Pierre Bel a peut-être des informations que je n'ai pas. Tout le monde fait les mêmes analyses, peu ou prou. Voilà, il serait grand clair quand même de savoir exactement. Moi, je peux vous dire que dans les nombreux débats que j'ai faits, notamment en province, parce qu'à Paris c'est un peu particulier, les élus locaux, qui sont grands électeurs, sont très mécontents. Voilà, ça c'est une certitude. Bon, d'accord, très bien. Alors néanmoins, Marc-Philippe Daubresse, est-ce que votre espoir est renforcé ce soir par les propos de Jean-Pierre Bel ? Non, vous savez, Jean-Pierre Bel, il fait des commentaires sur les commentaires, c'est son problème. Mais bon, on n'est pas dans une élection où toute la population française vote et où donc l'actualité du moment, les jeux politiques peuvent influer, les coups de théâtre qui se produisent. Bon, on est avec des grands électeurs qui sont des élus locaux,
des gens souvent sages, modérés, responsables, qui, pour la plupart d'entre eux, à cette heure-ci, savent à peu près pour qui ils vont voter, même si de temps en temps, il y a plusieurs offres qui leur sont proposées. Et je ne suis pas d'accord avec Nicole Borvo. Le gros intérêt du Sénat, c'est que le Sénat est l'Assemblée qui représente les collectivités territoriales. Justement, elles sont toutes à gauche, là. Non. Majoritairement. Excusez-moi, le Sénat représente des territoires. Et pas seulement des populations. Alors évidemment, qu'est-ce que c'est un territoire sans population, Monsieur Daubresse? J'aimerais bien que vous me le disiez. Madame, vous irez expliquer ça aux maires des communes rurales qui, eux, sont très heureux qu'on les prenne en compte pour ceux qu'ils sont et ne soient pas la 5e roue du carrosse. Non, mais leur population. Vous savez, hier soir, j'étais au fin fond de l'Avesnois avec Jacques Legendre pour faire campagne et j'ai bien constaté que ces maires-là sont très soucieux que le Sénat puisse les représenter et puisse exprimer une voix qui n'est pas toujours aussi sage, et j'en sais quelque chose comme député à l'Assemblée nationale. Mais pas des mêmes territoires, donc, Nicole Borvo, alors. Si, des territoires, mais enfin un territoire sans population, que la population soit importante ou petite. On appelle ça les communes rurales. Oui, mais enfin, vous savez, à droite, on a toujours l'impression que les territoires, c'est une abstraction. Le Sénat représente des territoires, on dirait une géographie. Oui, il est bien mal aménagé, excusez-moi. Excusez-moi, c'est une chance pour la France d'avoir je constate qu'aujourd'hui, de nombreux élus locaux, y compris de petites communes chères à Monsieur Daubresse et à la droite, sont très mécontents. Voilà, de la réforme des collectivités locales, sans doute. Mais vous savez, j'en ai rencontré qui ne sont pas forcément des électeurs et réciproquement. Pour mon groupe, oui, et réciproquement. Et ben, donc, alors, on verra. Si le Sénat ne passe pas à gauche dimanche, pour vous, est-ce que dans cette Assemblée, il y aura un problème de légitimité ? Bien sûr qu'il y a un problème de légitimité, mais elle n'est pas nouvelle. Moi, ce n'est pas un secret. Je suis tout à fait favorable à une modification du mode de scrutin, y compris du Sénat représentant des collectivités territoriales. Comme Jean-Pierre Bel, d'ailleurs, qui propose notamment une réforme du collège électoral. Donc si c'est pour faire du Sénat une assemblée élue à la proportionnelle de la population, c'est pas la peine d'avoir un Sénat. Vous avez d'un côté une Assemblée nationale où les députés comme moi sont élus avec en fonction de la population. Vous avez de l'autre côté un Sénat qui représente les territoires, je le redis, la diversité des communes et des communautés d'agglomération, etc. Et c'est bien ça qu'il faut prendre en compte. Question à tous les deux. Si le Sénat basculait à gauche, néanmoins, comment est-ce qu'il faudrait qualifier cet événement, Monsieur Daubresse? Écoutez, moi je suis pas dans la politique fiction. Moi je pense qu'on va... Mais vous savez, il y a des choses à la fois mathématiques. On sait à peu près qu'il y a eu des élections municipales. C'est l'essentiel du corps des grands électeurs. On sait qu'il y a plus d'électeurs de gauche que la fois dernière. On sait pour autant... Non mais je vous posais, si ça bascule alors, ce serait ce sera évidemment un coup de tonnerre. Ce sera un coup de tonnerre parce qu'on serait confronté au fait qu'on ait une assemblée qui ne jouerait plus le même rôle de modérateur qu'elle a joué jusque-là et qui serait dans une logique idéologique. On perdrait donc la substantifique moelle du Sénat. Nicole Borvo, comment est-ce que vous qualifiez l'événement si dimanche soir, allez hop, la gauche passe majoritaire? Ce serait totalement historique, puisque le Sénat, de par sa composition et son mode d'élection, par la Constitution, depuis 1958, évidemment, n'a jamais changé de majorité, ce qui est quand même exceptionnel. Et donc, le fait qu'il change cette fois-ci de majorité serait effectivement exceptionnel. Ce serait un coup de tonnerre. Avec quelles conséquences pour le chef de l'État? Pour le chef de l'État, une épine du pied d'ici les prochaines élections. Une épine dans le pied de Nicolas Sarkozy. Évidemment. Enfin, écoutez, le budget, les collectivités territoriales, il va se passer des choses d'ici 2012. Un coup de frein sur toutes les réformes. Bien entendu, parce que moi j'entends que si le Sénat passait à gauche, il ne reste pas les deux pieds dans le même sabot en attendant 2012. Il y a la sécurité sociale, le budget de l'État, la réforme des collectivités locales n'est pas achevée, on pourrait peut-être la remettre en cause, donc ce serait quand même important. Très difficile pour le chef de l'État. Ça serait difficile, ça serait très bien. Je suis pas de cet avis, il nous reste quelques mois d'ici la fin de la législature. À l'évidence, l'élection présidentielle est structurante. La prochaine Assemblée nationale sera également structurante. Comme vous le savez, en cas de conflit entre le Sénat et l'Assemblée, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Et donc, au final, et comme il n'y a pas beaucoup de textes qui arrivent et que l'Assemblée est majoritairement à droite et au centre, il n'y a pas de risque politique que telle ou telle réforme de fin de mandat ne passe pas. Vous avez deux visions totalement différentes. Mais ce serait quand même politiquement et symboliquement un coup de tonnerre. Mais vous verrez que ça ne se produira pas.
Alors, en tous les cas, Nicole Borvo, vous avez dit que les élus, même les petits élus des communes qui sont sans étiquette, donc que la droite espère garder dans son giron, au final, sont mécontents. Eh bien, écoutez l'appel aujourd'hui de Marine Le Pen. Le Front National se fait peu d'illusions, évidemment, sur les sénatoriales. Néanmoins, la présidente du Front National s'adresse aux petits élus aujourd'hui. Je pense qu'on a assisté non seulement à une dérive de la décentralisation, mais à une réforme territoriale qui vise en réalité à faire disparaître les petites communes. Et comme évidemment l'UMP et le PS marchent dans ces domaines-là main dans la main, je ne vois pas bien quel autre choix peuvent avoir les élus qui s'y opposent que de se tourner vers les candidats du Front National. Marine Le Pen, interrogée par Jérôme Rabier il y a quelques instants. Nicole Borvo, votre réaction? Écoutez, Marine Le Pen, elle fait feu de tout bois. Elle s'est jamais intéressée, le Front National s'est jamais beaucoup intéressé à ce qui se passe au Parlement. Et donc, voilà, moi, enfin, c'est vraiment comme si le Front National avait une réflexion sur la représentation des petites communes. On rappelle effectivement qu'il fait figure de figurant dans ce scrutin. C'est des paroles verbales, comme disait ma grand-mère. Voilà. Marine Le Pen, elle a été élue conseillère municipale d'Hénin-Beaumont en disant « Vous allez voir ce que vous allez voir, moi je vais m'occuper de vous, je serai là tout le temps, tout le temps, tout le temps. » Et une fois qu'elle a voulu se présenter au Parlement européen, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a démissionné même pas quelques années plus tard de son mandat de conseillère municipale. C'est pas très crédible pour des grands électeurs. Nicole Borvo, est-ce que vous rejoignez Jean-Pierre Bel, le président du groupe socialiste, encore une fois, et qui dénonce un combat inégal et qui accuse Gérard Larcher de manquer à son devoir de neutralité dans ce combat sénatorial? Écoutez, évidemment, je sais que le président Larcher fait campagne depuis... moi, je ne parle que de ce que je connais. Fait campagne depuis longtemps. Oui. Qu'il a été partout, évidemment, il dispose de moyens de fait très importants pour le faire. Donc voilà, moi je ne veux pas me prononcer là-dessus. Je crois que... Vous savez, il y a façon de faire campagne. Moi, je sais très bien, enfin, c'est des élus qui me l'ont raconté. On vient les voir, écoute, mon cher ami, tu voteras pour moi et je pourrai m'occuper de ton petit projet, de ceci ou de cela. Voilà, moi, c'est pas notre façon de faire campagne. Alors après, si c'est ça qui l'emporte, écoutez. Alors Gérard Collomb, le sénateur maire socialiste qui était notre invité tout à l'heure à 18h lors de l'émission Public Sénat, preuve par 3 sur Public Sénat, a dit que bon, tout ça c'était un peu de bonne guerre. Écoutez, vaudrait mieux pas. Monsieur Daubresse. Voilà. Écoutez, Gérard Larcher, c'est un grand président, tout le monde le sait, c'est quelqu'un qui a quand même redoré l'image du Sénat, qui a fait des économies de gestion très sensibles, qui a une vision, qui a été un grand ministre. J'ai été dans le même ministère, pôle ministériel que lui, je peux en parler à l'aise, et qui défend les collectivités locales depuis toujours. Bon, maintenant, si vous voulez parler de bonne guerre ou pas de bonne guerre, quand on a eu des présidents de l'Assemblée nationale, puisqu'on n'a jamais eu du Sénat de gauche et notamment socialiste, on n'a pas eu de communistes, bon, on les a quand même vus faire campagne d'une manière ou d'une autre dans les élections qui se présentaient. Le tout, c'est que la fonction soit respectée et que les moyens ne soient pas mis à disposition de cette campagne. C'est ce que fait Gérard Larcher. Allez, il y aurait bien d'autres sujets pour vous opposer l'un et l'autre. Sans doute votre projet de RSA, Marc-Philippe Daubresse, avec donc des contrats d'insertion proposés à des bénéficiaires avec 7 heures de travail hebdomadaire, mais payés. Ça n'est pas le même sujet qu'avec Laurent Wauquiez. C'est pas la proposition qui était celle de Laurent Wauquiez. Voilà, que vous aviez dénoncé. Si vous me laissez 10 secondes pour le dire, parce que je suis assez furieux de ça. Bon, moi, je suis très à l'écoute. J'ai beaucoup travaillé avec les sénateurs et les députés quand j'étais ministre en charge. Il y a 1 200 000 RMistes, ex-RMistes RSA, qui n'ont pas d'autres revenus d'activité. Ma proposition s'adresse à ceux qui ne sont pas médicalement hors d'état de travailler, à ceux qui n'ont pas de vraies propositions d'emploi ou de contrat aidé. Et la question qui est posée, c'est est-ce qu'on les laisse tomber? Alors, des personnes qui ont 415 €, ils vont avoir une personne isolée qui est au RSA, elle a 415 €. C'est dramatique. Elle va avoir un tiers de plus avec cette proposition et une possibilité d'avoir une passerelle. Et pour le reste, obligatoire ou pas obligatoire, comme dit mon ami Martin Hirsch, c'est un faux débat, parce que c'était déjà dans la loi, ça reste à l'identique dans la loi, c'est les conseils généraux qui se prononcent. Donc franchement, je pense que c'est une proposition qui va plutôt dans le sens social. Équilibré pour vous, Madame Borvo, qu'en pensez-vous? Écoutez, Monsieur Daubresse, le RSA était fait pour ça. Oui. En principe. Oui, sauf que vous avez vu que l'offre de contrat n'était pas au rendez-vous à cause de la crise. Mais le travail n'est pas au rendez-vous.
Alors moi je veux bien qu'on tienne des propos qui plus ou moins différents les uns des autres pour dire il faut que les gens qui sont au RSA travaillent. Comme si les gens qui étaient au RSA n'aspiraient pas à travailler, dans la mesure où on ne peut pas vivre avec le RSA. Oui. Mais on ne leur propose pas de travail. Alors par quelle opération du Saint-Esprit on va leur en proposer tout d'un coup? Oui, alors lisez mon rapport, vous ferez mieux que Bernard Thibault qui a dit des choses sans l'avoir lu. Vous proposez des emplois qui sont peut-être déjà pourvus. Comment? Vous proposez, c'est vrai, peut-être des emplois qui sont déjà pourvus. Une offre d'insertion qui va faire une vraie passerelle pour aller vers l'emploi, parce que ces personnes, effectivement, ne sont pas aujourd'hui en état d'aller directement vers l'emploi. Pour autant, il faut qu'elles retrouvent confiance en elles-mêmes et il faut donc leur donner... 7 heures payées. Absolument, par 7 heures rémunérées au SMIC. Alors, donc, les sujets de divergence ne manquent pas entre vous, évidemment, mais j'ai quand même noté que le retour de DSK vous réunissait d'une certaine manière. Effectivement, j'ai entendu notamment les paroles de Marie-Georges Buffet, Nicole Borvo, qui a été très critique, qui a jugé très sévèrement le retour médiatique de DSK dimanche soir sur TF1. Vous aussi, Marc-Philippe Daubresse, vous avez dénoncé la légèreté avouée par l'ancien patron du FMI. Alors, DSK a-t-il raté son 20 heures? La presse, l'opinion également sont sévères. Je vous propose de regarder ces images d'une communication de crise peut-être trop millimétrée. Le montage de ces images est très intéressant et il est signé Margot Aubrio. I am speaking to you tonight. Je voulais parler d'abord devant les Français. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. Ce qui s'est passé, c'est une relation non seulement inappropriée, mais plus que ça, une faute. In fact, it was wrong. Est-ce que c'était une faiblesse? Je crois que c'est plus grave qu'une faiblesse. Je crois que c'est une faute morale. Et je n'en suis pas fier. It constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part, for which I am solely and completely responsible. Une faute vis-à-vis de ma femme. I misled people, including even my wife. Je la regrette infiniment. I deeply regret that. Ah, il y a des similitudes quand même assez étonnantes, hein, Nicole Borvo? Oui. Et... Ça n'a pas marché, oui, pour vous? Bon, moi j'étais stupéfaite, voilà. Pas vous dire autre chose. Philippe Paillard nous a rejoint, c'est le président de Burson Marsteller, qui est une grande agence mondiale de relations publiques. Vous êtes spécialisé dans la communication de crise. Donc vous suivez évidemment le cas DSK depuis le mois de mai dernier. Comment est-ce que vous avez jugé sa prestation? Je crois qu'il y a eu 3 temps dans la communication de Dominique Strauss-Kahn depuis le début de l'affaire. Il y a d'abord la phase du silence, où bien évidemment c'est ses avocats qui parlent, parce que lui ne peut pas parler. Il y a une prise de risque trop grande. Il y a la phase du retour. Et la phase du retour marque à mon sens déjà une erreur. Ah bon? Puisqu'on a Dominique Strauss-Kahn et Yann Sinclair extrêmement heureux, on les comprend, ils rentrent en France, mais trop heureux quelque part, et en déphasage avec l'opinion publique elle est contente de son retour, mais en même temps, bon, c'est une sale affaire, un peu malsaine, c'est tristouné cette affaire. Et on est mal à l'aise. En plus, on en a ras-le-bol parce qu'on en entend parler tous les jours. Et donc on a un Dominique Strauss-Kahn souriant avec en plus des petits gags, des petites stratégies de communication, une caméra placée dans la cour, etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son immeuble. Si, bien sûr. On a dit que c'était là un photographe un peu plus futé que les autres qui était passé par la porte de derrière. Alors disons ça. On ne sait pas. Mais là déjà il y a le premier malaise. Le deuxième malaise, il est bien évidemment plus important lors de la troisième phase, qui est la phase d'explication. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, comme malaise, en tant que professionnel de la communication? D'abord, j'aurais pas pris le même timing. C'est-à-dire que j'ai attendu un peu plus longtemps. Je pense qu'il y avait encore un temps de décence. C'est ce que pense Gérard Collomb qui nous le disait. On a besoin de également. respirer. Il ne s'est pas rendu compte qu'on en a ras-le-bol quand même. On en entend parler tous les jours. Donc il fallait un petit peu de décence. La deuxième chose, c'est que je pense qu'ils ont fait un bon choix, qui est le choix de la télé. Parce qu'on a tous été marqués depuis le début du dossier par les images. Les images sont terribles de Dominique Strauss-Kahn aux États-Unis. Donc on avait besoin de le voir. Et puis la télé est un média chaud pour de l'émotion, sur l'écrit ou même à la radio, ça passe différemment. Donc le choix de la télé était un bon choix. Après, je pense qu'il y a des erreurs sur les messages et sur la forme. Alors dites-nous. Alors les 3 messages qu'on retient, c'est « j'ai péché », si je veux simplifier, si je veux sourire. « J'ai péché », c'est la reconnaissance d'une faute dite morale, et « je ne le referai plus ». Je n'aurai plus cette légèreté vis-à-vis des femmes. Donc on est avec 2 expressions qui ont été choisies, qui ont été travaillées, qui ne sont pas des expressions spontanées. Deuxième message, je suis totalement innocent. Avec un Dominique Strauss-Kahn qui va brandir plusieurs fois ce rapport du procureur, ça devient un peu lassant, avec des interprétations subjectives.
Je ne dis pas qu'il a menti, il n'a pas menti. Il a interprété à sa façon le contenu. Et là, il y a une erreur parce que dès la fin de l'émission, dans les journaux le lendemain, sur les radios, tout le monde dit « bah non, Dominique Strauss-Kahn n'a pas tout à fait dit la vérité sur le rapport ». Et là c'est dur parce qu'il y a une mise en cause de la crédibilité. Et puis, il y a le troisième message, qui est aussi un message, me semble-t-il, important. C'est le message où il n'a pas exprimé vraiment de compassion vis-à-vis de l'ensemble des acteurs. Et des femmes en général. Des femmes en général. Et le troisième message, c'est qu'on a un Dominique Strauss-Kahn qui, et notamment, vis-à-vis de Madame Diallo, on aurait pu à un moment donné penser qu'il allait le dire autrement, parler d'elle autrement. Et puis, il y a un troisième message qui est, à mon avis... dis donc, il a tout raté alors. C'est quoi le dernier message raté ? Il n'a pas tout raté. Attendez, il faut un certain courage aussi pour affronter l'opinion publique. Le troisième message, à mon avis, qu'il a raté, c'est le complot ou le piège. Avec ce mot complot qui ouvre une porte, qui bien évidemment sans aucune justification derrière, parce qu'il est difficile d'en avoir. Et on se dit, quelque part, c'est pas un message digne de lui. Hein, bon. Il a eu du courage d'y aller. Il a eu des moments de sincérité. Mais si vous voulez, la forme a tué ces moments de sincérité, parce que tout est cadré. Et même les messages qui sont déjà un peu faibles, vous avez une forme, on sent que tout a été préparé. Et là où il y a une erreur, mais je ne sais pas s'il pouvait faire autrement, parce que c'est toujours très facile de critiquer a posteriori, c'est de mettre le discours sur la crise. Parce que vous avez un Dominique Strauss-Kahn qui est très rationnel sur une partie émotionnelle, la première partie, et qui devient émotionnel, parce que c'est son truc, sur la crise. Et cette partie où il s'exprime très sincère, émotionnel, il parle différemment, naturel. Les mains sont différentes, il est très convaincant. Il retrouve son naturel là. Et donc, si vous voulez, il tue la première partie parce que la deuxième partie est tellement le Strauss-Kahn qu'on connaît qu'il assassine quelque part la première partie et qu'il amplifie la déception et le malaise qu'on pouvait avoir. Bien. Donc moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai travaillé avec lui il y a une vingtaine d'années. Donc je fais une analyse de la communication. Je ne fais pas une analyse de l'homme. Parce que j'ai beaucoup de respect pour l'homme et beaucoup d'admiration pour lui dans tout ce qu'il a fait. Là, on se dit comment est-ce qu'il a pu multiplier toutes ces erreurs que vous venez de recenser alors qu'il est lui-même entouré par une équipe de communicants. Moi, je pense qu'il fait beaucoup de tort à l'ensemble des élus politiques. Parce que, moi j'ai entendu beaucoup de gens nous dire finalement, vous les politiques, vous faites tout le temps ça, quoi. C'est de la communication préparée à l'avance, quoi. Bon. Et d'autre part, il y a un irrespect vis-à-vis des femmes qui est quelque chose d'hallucinant. C'est-à-dire qu'on attendait quand même qu'ils disent quelque chose par rapport... Et on entend parler des femmes, relations tarifées, enfin des choses qui ne sont pas, pour moi... après ce qui s'est passé, bon, s'il a dérapé, il a dérapé. Il aurait pu le dire avec émotion et contrition, mais je pense qu'au final, ça lui donne une image fort dévaluée dans l'opinion en général et qui n'arrange pas les politiques en général, parce que franchement, on a l'impression, allez, on fait un plan de com et c'est réglé, quoi. Et moi, je trouve ça triste. Oui, moi je trouve qu'il y a un irrespect total à l'égard des femmes et une façon de parler de ces rapports avec les femmes qui est vraiment, je trouve, très arrogant. Mais vous savez, moi, il y a un autre, j'en profite. Allez-y. Il y a une autre question concernant nos rapports avec les États-Unis et la justice américaine, c'est que Troy Davis devrait être exécuté demain. Oui. Et il n'a pas de grâce, effectivement. Il a été refusé. Le comité des grâces de Géorgie a refusé sa clémence en quelque sorte. Et moi, franchement, une décision effarante, dit Martine Aubry. Beaucoup de gens qui se sont mobilisés pour Troy Davis de tous bords, en France et en Europe. Et voilà, si on pouvait faire quelque chose vis-à-vis de la justice américaine, plutôt que de regarder encore une millième fois Strauss-Kahn, c'est de dire non. Quand il y a tant de doutes, on ne peut pas exécuter quelqu'un la peine de mort. Évidemment, je me bats contre la peine de mort, mais quand même, tout le monde doit savoir que c'est irrémédiable. Bien sûr. L'exécution. Merci de ce dernier message. Nicole Borvo, merci à tous d'avoir participé à cette édition du 19h. À 22h, bien sûr, Sonia Mabrouk sera là pour vous informer. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale, un documentaire Garde des Sceaux au pluriel. Bonsoir. Août 1990, au Koweït. Parti pour de paisibles vacances en Malaisie sur un avion de British Airways, une famille française se retrouve prisonnière de l'armée irakienne lors d'une escale surprise.
Avec les autres passagers, elle servira de bouclier humain à Saddam Hussein pendant la première guerre du Golfe. Une prise d'otage singulière avec une intervention des services secrets britanniques en toile de fond. C'est pas Saddam Hussein qui m'a pris en otage, c'est Madame Thatcher qui m'a pris en otage en premier. Nos amis les otages. C'est samedi à 22 h sur Public Sénat.